Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, fin de parcours pour une centaine d'anciens rebelles centrafricains. Après avoir participé au projet pilote du programme de désarmement, ils sont à présent membres des forces armées pro-gouvernementales. Un premier résultat pour le programme désarmement, démobilisation et réinsertion. Le processus est-il enfin sur le point d'avancer 3 ans après l'accord signé à Bangui, ou a-t-il échoué comme les précédents programmes de 2003, 2008 et 2013? On en débat dans un instant avec nos invités. À suivre également l'e-commerce débattu en Algérie, où ce mode de paiement rencontre toujours la méfiance des consommateurs. Un projet de loi est actuellement en discussion. Il veut renforcer la sécurité avec plus de protection pour les consommateurs. Dans la troisième partie de cette émission, l'épidémie de choléra qui continue de s'étendre en Afrique centrale et australe. Plus de 150 cas sont détectés au Malawi. Le Malawi qui refuse pour le moment de parler d'épidémie se dote de drones pour cartographier les zones à risque afin de limiter la propagation. Pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, monsieur Émile Boyogueno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et sociologue. Alfred Tchango, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir Alfred. Mais ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Zara, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous. Commençons donc par l'actualité politique. Un premier détachement d'anciens rebelles vient donc d'être intégré au sein de l'armée régulière. Le gouvernement y voit un premier pas dans la mise en œuvre du programme de démobilisation des rebelles qui reste un défi en effet en Centrafrique. Ils sont une centaine à avoir rejoint les rangs de l'armée, une centaine sur des milliers de combattants qui doivent passer par le processus de désarmement. Solange Dubois. Après 4 mois de formation, le premier groupe d'anciens rebelles a été intégré ce lundi 5 février dans l'armée nationale centrafricaine. Au total, 101 ex-combattants issus du programme désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement ont ainsi rejoint le rang militaire lors d'une cérémonie officielle organisée au camp Kassai à Bangui. Vous n'appartenez plus aux groupes armés. Vous n'appartenez plus au groupe politico-militaire. Vous n'êtes plus les bourreaux du peuple. En pleine reconstruction après l'éviction en 2012 du président François Bozizé par la coalition rebelle Séléka, la Centrafrique avait sombré dans une spirale de violence sans précédent. Une situation d'insécurité devenue alors une véritable épée de Damoclès, non seulement pour les autorités, mais particulièrement pour les populations qui désormais aspirent à la paix. Ce 5 février 2018, une journée historique selon le général Herminio Mayo, car elle marque un tournant décisif dans le processus de réconciliation nationale. Vous avez rempli tous les objectifs de la formation et vous pouvez aujourd'hui être légitimement fiers de ce que vous êtes devenus. Demain, aux côtés de vos frères d'armes, vous porterez haut les couleurs de la République centrafricaine. Il est temps maintenant de servir la patrie pour que notre pays aille en avant au lieu de rester toujours en arrière. 139 autres ex-combattants doivent à leur tour commencer une formation militaire dans les prochains jours. À terme, le programme DDR vise le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 7000 ex-combattants éligibles. Et pour ceux qui ne sont pas intégrés aux forces de défense et de sécurité, ils seront orientés à la vie civile vers des activités génératrices de revenus. Alors c'est donc en août 2017 que ce projet pilote a été lancé. Il concerne 480 ex-combattants. Là on a donc un premier résultat. Est-ce que, Émile Boyogueno, c'est un signal fort dans l'avancée du processus DDR? Oui, c'est un signal fort, mais c'est un signal intéressant, un signal très intéressant. C'est le principe dans ce type de transition, d'un état de guerre, un état critique, un état de paix, c'est le processus. C'est ce qui est habituel. On l'a vu ailleurs dans d'autres pays. L'un des derniers qui me vient en tête comme ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, le seul hic ici, c'est que la RCA a déjà vécu ce type de processus, a déjà entamé ce type de processus.
Alors, comment est-ce qu'avec cette nouvelle situation, on ne va pas avoir les événements de 2004 ou de 2008 enfin, comment ne pas retomber dans les erreurs du passé, en sachant que, en entamant ce processus, on ne s'est pas complètement débarrassé des ferments de la crise, ou du moins de conflit, à savoir la pauvreté, le manque d'emploi pour des jeunes, la porosité des frontières qui permet la facilité de la circulation des armes à la fois à l'intérieur du pays, mais également avec l'extérieur, parce qu'il y a un certain nombre de conflits autour, le Soudan, la Libye pas très loin. Donc, tout cela, et puis ce qu'on appelle vulgairement des coupeurs de route, mais en fait ce sont des corsaires, enfin des corsaires qu'on appelle vulgairement des coupeurs de route. Tous ces éléments sont constitués de groupes d'individus, de jeunes, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de formation, et donc qui risqueraient à nouveau de constituer de nouvelles forces rebelles. En gros, il faut traiter le mal à la racine, pour utiliser une ritournelle populaire. Il faut traiter le mal à la racine. C'est un très bon processus, c'est très bien si ça fonctionne, si chacun tient son rang et joue son rôle. Mais la RCA est un État fragile, en tous les sens du terme, économique, politique. C'est la réussite de ce processus constituera le marqueur de la sortie de la fragilité de l'État. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Donc, pour l'instant, ça reste, en tout cas, le processus reste fragile, et on l'a vu il y a quelques semaines, puisqu'il y a eu un hôpital qui a été attaqué dans le centre du pays. Donc les groupes rebelles continuent toujours d'opérer, malgré même l'accord de paix qui a été signé en juin à Rome. Est-ce que ce programme, finalement, Alfred, n'est pas voué à l'échec, comme l'ont été les trois autres? Je ne pense pas, Zahra, mais moi je pense plutôt qu'il faut distinguer deux choses. Les anciens rebelles qui sont entrés dans ce programme DDR et ceux qui sont encore hors de ce programme, mais qui sont pour la plupart, j'allais dire, des bandits de grand chemin, qui continuent justement à occuper, j'allais dire, les zones utiles, hein, la Centrafrique utile, là où il y a les mines d'or, de diamants, etc. Et qui savent très bien que s'ils rentraient justement dans le processus ou dans les rangs, ils perdraient justement ces ressources-là, ces revenus-là. Donc ceux qui sont dans le processus DDR... Ils sont 7000, me semble-t-il. C'est ça, voilà. Je reste convaincu que ceci n'est qu'un premier contingent, que le processus, s'il allait à son terme, et si on donnait les moyens justement aux forces armées centrafricaines, les FACA, les moyens non seulement de leur mission, de la sécurité du territoire, de la protection des biens et des personnes, si on leur donnait les moyens de leur action, à ce moment-là, ceux qui sont en train d'être intégrés dans l'armée centrafricaine pourraient jouer aussi leur partition en tant que, comme l'a dit le président Faustin Archange Touadéra, des soldats de la République centrafricaine. Donc pour cela, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, d'autant que la communauté internationale continue à soutenir ce processus. Les Chinois, les Russes, les Américains, l'Union européenne, etc., tous sont entrés dans la danse pour dire effectivement il faut stabiliser l'État centrafricain, sinon cette fragilité, si elle continue, à ce moment-là, tous les programmes qu'on est en train de mettre en place iraient à volo. Maintenant, le challenge, ce sont ceux qui refusent justement d'entrer dans le processus, d'intégrer le programme. Pour cela, il faut que la force des Nations Unies qui est là puisse continuer à jouer son rôle, à les traquer, qui sait très bien où sont situés ces gens dans le nord du pays, et donc de continuer justement leur action vigoureuse contre ces forces-là, mais en même temps en essayant toujours de privilégier
la recherche d'une solution pacifique. Parce que la paix n'a pas de prix. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la stratégie du gouvernement centrafricain qui prône plutôt en tout cas le désarmement volontaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir là-dessus, Émile Boyogeno? Alors, le désarmement volontaire, c'est l'idéal, mais c'est toujours une gageure. Pour une raison simple, c'est que une arme, c'est un moyen de gagner sa vie dans ces contrées. Alors, quand on restitue son arme, que gagne-t-on en retour? Il y a en général, dans ces processus DDR, en général, on reçoit un pécule contre son arme ou ses armements et ses munitions. Il faudrait envisager cela, mais il faudrait aussi envisager l'idée que toutes ces personnes qui étaient des rebelles n'ont pas nécessairement envie de devenir des militaires, n'ont pas forcément envie de faire carrière. Alors, ils ont également prévu une réinsertion dans la vie civile classique avec un accompagnement de l'État. Tout à fait. Et c'est ce en quoi le processus DDR en Côte d'Ivoire a réussi, a tout à fait réussi. C'est-à-dire qu'on a vu des rebelles, des ex-rebelles, en fait, entrer dans le processus et qui sont sortis en recevant un certain pécule qui leur a permis ensuite d'envisager une carrière autre que celle de l'armée. Parce qu'au fond, la guerre, tous ceux qui sont des rebelles n'ont pas vocation à devenir des militaires. Ils ont simplement vocation à tenter de gagner leur vie de la manière, à tenter de survivre de la manière la plus correcte possible. Donc, ils prennent des armes quand ça devient le moyen qui est disponible. Mais ils sont aussi capables de basculer dans quelque chose d'absolument normal. À mon avis, une solution de fond par-delà ce processus, une solution de fond devrait être de toujours mettre l'accent sur la formation de la jeunesse en RCA. Parce que finalement, c'est le bassin, cette jeunesse constitue le bassin en fait, de potentiels rebelles. Alors, est-ce que quand même on n'a pas minimisé les enjeux de ce conflit? Il y a des enjeux économiques, mais aussi ethniques. Donc là, est-ce que la communauté internationale et peut-être même le gouvernement centrafricain pas minimisé, mais ne tient pas en tout cas en compte la spécificité de ce conflit? Je pense que ce conflit n'est pas d'abord un conflit ethnique en Centrafrique. C'est un conflit militaro-politique. Quand on sait d'où viennent les Séléka, qui étaient les suppôts, les soutiens de l'ancien président François Bozizé, qu'au moment où il a pris le pouvoir, les accords de Libreville avaient spécifié effectivement qu'il fallait se partager non seulement les responsabilités, mais il fallait un retour justement sur investissement entre guillemets pour ces Séléka. Dès le moment où François Bozizé les a ignorés, ils ont repris les armes pour le faire partir. Sauf qu'il y a eu justement l'intervention de la communauté internationale, en tout cas de la CEMAC, CEAC. Et que donc un nouveau processus a été mis en place et qui n'a pas tenu compte justement de cette force-là. Et donc avec les anti-Balaka qui sont venus aussi se greffer là-dessus, c'est devenu presque un conflit religieux, mais qui n'en était pas et qui n'en est pas un, de mon point de vue. Je crois que d'abord, fondamentalement, c'est vraiment un conflit militaro-politique d'une parole qui n'avait pas été tenue. Ensuite, c'est un conflit économique, socio-économique. Des gens qui n'ont rien, qui pensaient pouvoir être dans des fiefs qu'ils dominaient, qu'ils commandaient, dans l'exploitation illégale, justement, des richesses du sous-sol centrafricain. Maintenant, je crois que la Centrafrique est en train progressivement d'aller vers l'accomplissement de ce processus de paix, mais c'est très lent. On sait très bien, c'est facile de faire la guerre, mais c'est difficile de terminer une guerre. Ce n'est pas la cessation des hostilités qui fait se terminer la guerre. Encore faut-il aller jusqu'au bout de cette logique-là, de dire, mais oui, il y a ce processus DDR qui est là, mais il faut donner aussi au pouvoir centrafricain les moyens d'une politique sociale, d'une politique économique. Émile parlait de la jeunesse, qui permettent justement de procurer non seulement la formation, mais du travail aussi à cette jeunesse qui en a tant besoin. Tant que ces choses-là ne seront pas mises ensemble,
et la fragilité de l'État continuera à exister, et donc le risque toujours de rebasculement dans la violence peut être là. Mais sinon, effectivement, la plupart de ces rebelles n'ont pas vocation à redevenir des militaires, et d'où le processus. Alors, le processus de retour vers la vie civile ou la réinsertion ne doit pas s'arrêter à la remise du pécule. Il faut une formation, justement, qui permette d'avoir un vrai emploi et d'accompagner jusqu'au bout cela. Ça a réussi au Libéria, avec Ellen Johnson Sirleaf, après, quand elle arrive au pouvoir, avec tous ces jeunes rebelles qui étaient les fers de lance, justement, de la désorganisation du Libéria. Donc, ça a réussi parce qu'il y a eu cet accompagnement, non seulement le désarmement et la démobilisation, mais la réinsertion avec pécule, mais aussi formation pour trouver un petit job. Émile Boye-Ogueno, comme Alfred, vous y croyez, vous également, à une sortie de crise prochaine peut-être en République centrafricaine? Non, on veut être optimiste parce qu'on rêve d'une Afrique sans guerre, on rêve d'une Afrique apaisée, on rêve d'autres choses pour notre continent. Donc, est-ce que ce que je vais dire là, ça relève davantage du vœu? Je rêve d'une Afrique sans guerre, je rêve d'une RCA sans guerre, sans violence, sans conflit militaro-politique, sans violence ethnique, sans viol, sans tout cela. On rêve de cela. Et donc, on espère que ça se passera et que ça arrivera. Parce qu'en plus, en plus de ce processus IDR, il y a aussi une justice transitionnelle qui s'est mise en branle. On a vu récemment un général des forces rebelles qui a été condamné, il y a tout récemment. Donc ça, ce sont des ferments d'espoir et on veut y croire. Moi, je veux y croire. Je veux croire que l'Afrique pourra sortir, qu'on parlera autrement de notre continent dans quelques années et qu'on pourra aller en RCA comme on va aujourd'hui dans d'autres pays africains. Voilà. Alors peut-être une dernière question sur la MINUSCA. Quel regard portez-vous sur cette mission de l'ONU qui n'a quand même pas su endiguer le nouveau cycle de violence enclenché quand même depuis 2016? C'est très compliqué pour la MINUSCA. Là encore, c'est une question des moyens. De capacité de projection vers les zones conflictuelles. On voit à Bossangoa, il y a eu des attaques dans le nord. C'est-à-dire qu'il faut, que les Nations Unies, l'Union africaine, la CEMAC puissent donner très clairement à cette MINUSCA une mission très claire. C'est-à-dire, au lieu de la cantonner à Bangui, la déployer à l'intérieur du pays où elle devrait être beaucoup plus efficace, plus utile. Parce que, bon, elle est à Bangui, mais elle n'intervient qu'après coup, c'est-à-dire qu'il y a eu des attaques et il y a eu des morts, elle intervient en retard. Il faut qu'elle soit sur place, qu'elle soit déployée sur place pour que il n'y ait pas justement ces attaques qui arrivent constamment. Moi, je crois que pour plus d'efficacité, c'est ça, et les moyens justement de pouvoir contre-attaquer, pas seulement d'être là pour pacifier ou stabiliser la situation. Alors justement, il y a quelques jours, l'ONU a donné de nouvelles directives dans la protection des civils à cette mission de la MINUSCA. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.